je vais m'asseoir. Hein, parce que vous m'intimidez. Mais je vais saluer tout le monde debout quand même. Parce que Saint-Pierre, je tiens beaucoup à Saint-Pierre. Je côtoie Saint-Pierre régulièrement dans le cadre de mon travail. Et quand je regarde les gens qui sont là, il me manque du monde que je connais, puisque le métier que j'exerce, c'est le métier de bibliothécaire. Et grâce à ce travail à la bibliothèque ambulante, le bibliobus, je viens à Saint-Pierre une fois par mois, ça fait déjà 15 ans. Donc j'ai une lectrice qui est là, je la remercie d'être là. Mais il y en a plein d'autres qui viennent régulièrement. Je leur apporte la culture à travers les livres, à travers la musique et à travers les films. Mais ils ne m'ont jamais entendu parler de l'indianité. Aujourd'hui, je viens vous parler de cette indianité qui nous appartient, qui n'appartient pas qu'aux Indiens. Ça appartient à toute la société martiniquaise. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire? Rapidement, resituer un peu 1853. En 1853, Saint-Pierre, c'est la grande ville. C'est la ville où tout grouille, les femmes sont élégantes, les hommes sont beaux. Sur la place Bertin, une foule de personnes travaillent. Les femmes apportent sur leur tête les dobanes. D'ailleurs, il y a une chanson là-dessus. Et Saint-Pierre a une activité intense. C'est le plus grand port de la Caraïbe. Tout ce qui se passe dans ce pays de la Martinique se passe à Saint-Pierre. Les importations qui viennent d'Europe. À l'époque, nous avions aussi des échanges avec l'Amérique du Nord, avec l'Amérique du Sud, avec le Venezuela, avec le Brésil, avec les îles de la Caraïbe. C'est Saint-Pierre qui gère tout ça. À l'époque, c'était, il faut dire, des voiliers, des bateaux à voile. Évidemment, après, le port n'étant pas assez protégé contre les cyclones et les vents, après ça a été en 1867 Fort-de-France. Mais quand l'Aurélie arrive dans cette baie, Saint-Pierre était aussi un port de trafic commercial, mais aussi de transport de voyageurs. Donc cette ville-là, c'était une ville ouverte sur le monde. C'est une ville particulière, parce que c'est le petit Paris, comme on l'a dit. C'est dans cette ville de Saint-Pierre où l'avenir de la Martinique se faisait, où les hommes politiques se battaient, mais aussi c'est le lieu dans cette société martiniquaise où il y a tous les combats pour l'abolition de l'esclavage. C'est à Saint-Pierre que va être signée cette abolition de l'esclavage, que les hommes de couleur et les anciens esclaves vont se battre pour que le 22 et 23 mai 1848, enfin les hommes sont libérés. Donc vous voyez, donc Saint-Pierre a joué ce rôle important. Saint-Pierre a été, avant 1902, la capitale économique de la Martinique. Et le trafic commercial se faisait par voie maritime, pas par voie terrestre. Il y avait des bateaux qui partaient pour Fort-de-France et ailleurs de Saint-Pierre. C'était le trafic maritime. Les routes, il n'y avait pas encore suffisamment de routes le long du littoral, comme on a tracé maintenant, qui permet d'aller dans les autres communes. Alors les Indiens qui arrivent là, ils arrivent dans une ville qui est habituée à recevoir du monde. C'est une ville ouverte sur le monde. Ils ont l'habitude d'avoir des Européens, des Brésiliens, des Vénézuéliens qui viennent chez eux. Mais c'est pour la première fois qu'ils vont voir des Indiens. Oui, parce que c'est vrai, quand Christophe Colomb a découvert la Martinique, il a appelé les habitants de la Martinique des Indiens. Parce qu'ils cherchaient la route des épices. Mais en fait, ils n'avaient pas trouvé la route de l'Inde. Et c'était des Amérindiens, des Caraïbes, qui étaient là, qui l'a donné le nom d'Indiens. Et c'est comme ça va naître ces Indes occidentales. Mais l'Inde, c'est le pays des épices. Les Indiens vont arriver, ils vont fuir un pays, leur pays. Ils vont quitter une société indienne structurée, hiérarchisée, avec un système social basé sur des castes. Ils vont quitter une colonie pour arriver dans une autre colonie, parce que l'Inde était colonisée. L'Inde a été toujours le pays qu'on a voulu conquérir. Sachez que depuis des millénaires, l'Inde a été conquise par les Perses, par les Mongols. Même Alexandre le Grand est allé en Inde. C'est un pays, quand on regarde l'histoire de l'Inde, de conquête. Et enfin, il y a eu des religions, de grandes religions en Inde, qui ont irradié le monde. Le bouddhisme, c'est un prince indien
qui est une branche de l'hindouisme qui va faire naître le bouddhisme. Ce bouddhisme-là va aller dans toute l'Asie, en Chine, au Cambodge. L'hindouisme, vous allez retrouver l'hindouisme en Indonésie, à Bali. Donc si vous voulez, cette culture dravidienne indienne a un petit peu voyagé partout, donc a irradié tout. Mais il y a quelque chose en Inde, l'Inde aussi, c'est une société colonisée, avec des Britanniques. L'Inde était divisée entre 3-4 puissances. Les Britanniques avaient la grande partie, ils étaient rattachés à la couronne anglaise. Une partie par les Portugais, qui vont détruire les temples hindous pour créer leur église à Goa. Et puis, la France. Mais sachez qu'il y a une guerre entre les Européens pour l'Inde. Ce sont des conquérants. C'est le pays des conquêtes. Et la France va garder 5 comptoirs. 5 comptoirs, notamment dans le sud de l'Inde, sur la côte occidentale Mahé, les autres un petit peu Pondichéry dans le Tamil Nadu, et puis Yanao, et puis Chandernagore un petit peu plus haut. Donc, quand les Indiens vont arriver, les Indiens viennent de ces 5 comptoirs-là en grande partie. Et ils arrivent dans un pays, dans une grande ville, dans une ville qui est déjà urbaine, qui a déjà une vie active, qui a déjà... L'urbanité existait déjà à Saint-Pierre à l'époque, mais il y a aussi les campagnes. Et quand ils vont arriver, ils vont rester 3 jours, parce que c'est vrai, à l'époque, il y avait des fièvres, des épidémies de fièvre jaune notamment, et les gens mouraient énormément. Même si à Saint-Pierre, on avait fait un grand centre hospitalier, mais bon, la médecine n'avait pas tant avancé et il fallait faire très attention. Alors évidemment, les gens qui venaient d'ailleurs, il fallait les mettre à part, savoir qui n'étaient pas malades pour ne pas contaminer le reste de la population, d'autant plus que nous savons très bien qu'il y a eu des Amérindiens qui ont été décimés, les premiers habitants, enfin les habitants qui vivaient avant les Européens, à cause des grippes et autres virus qu'ils ont contractés, que se sont rapprochés de ces gens-là. Donc, ils sont mis à l'écart 3 jours dans un genre de grand hangar, dans un dépôt. Et après, ils vont être, comment dirais-je, répartis sur les habitations. Mais sachez que Saint-Pierre était une ville moderne, mais Saint-Pierre avait de grandes habitations et ils vont être répartis. Et c'est l'une des villes, en 1884, où il y a le plus d'Indiens. À Saint-Pierre, avant l'éruption de la Pelée, ils avoisinaient presque 1 900 et quelques. Et c'est vrai qu'ils sont tous morts. Alors, ils quittent un pays. Alors, qui sont ces Indiens qui arrivent ici? Pourquoi ils quittent leur pays? Ils quittent leur pays parce qu'ils sont dans la misère. On n'émigre pas, c'est comme le problème des migrants aujourd'hui. On ne quitte pas la Syrie, on ne quitte pas ces pays, la Libye, tous ces gens qui émigrent vers l'Europe par bon plaisir. On quitte ces pays-là parce qu'on souffre. On veut mieux être. Et l'Indien qui quitte l'Inde, il souffre. Il souffre parce que il y avait la famine, c'est vrai. Il y avait une grosse période de sécheresse, ça va entraîner la famine. Il y a eu une grosse exode rural dans les villes. Ces cultivateurs, ces agriculteurs qui vont être expropriés à cause des colons pour qu'on puisse planter le coton pour l'industrie textile de la Grande-Bretagne, ces gens-là vont se retrouver sans terre, sans travail, à errer dans les villes. Et ça a été l'occasion pour les colons de chercher une main-d'œuvre monnayable à merci, de leur faire miroiter, le miroir aux alouettes, une belle vie où ils vont toucher de l'argent, ils pourront revenir riches, et puis surtout, ils auront un plus grand respect dans leur propre pays. Donc, ils viennent en Martinique en ce sens. Mais quand ils arrivent sur les habitations, ils vont vite déchanter. Sur les habitations, la vie est difficile, la vie est pénible. Nous sortons d'une société esclavagiste où le travailleur est une bête de somme, où le travailleur n'est même pas considéré comme un humain en si peu de temps. 1853, très peu de temps, 1848 se sont écoulés. Les mentalités n'ont pas changé. Et les Indiens qui arrivent sur les habitations, on oublie que c'est un homme libre, c'est très bien que Jessica le dise. Ce sont des engagés, des travailleurs engagés sous contrat de 5 ans avec possibilité de retour en Inde. Mais souvent le colon l'oublie. Il y a un service de l'immigration qui est mis en place pour... écoute, moi, c'est l'argent. C'est mon temps, c'est étranger, ici ou là. Donc, pas de contrôle. Donc, ces Indiens vont souffrir.
énormément dans ce pays de la Martinique. Ils vont perdre leurs rêves, mais ils vont s'accrocher, ils vont s'enraciner dans cette terre. Pourquoi ils vont s'enraciner? Ils vont prendre souche, je vais dire. Parce qu'en 1900, le Conseil général décide de ne plus réglementer, de ne plus, comment dirais-je, continuer cette immigration qui revenait chère à la colonie, d'autant plus, entre-temps, la concurrence du sucre de betterave arrive, d'autres producteurs de canne émergent, Cuba, le Brésil, l'Indonésie, qui vont faire tomber, chuter le prix de la canne. La Martinique, qui était riche à cause de la canne, s'appauvrit. Elle ne peut plus vendre son sucre de canne comme auparavant. On n'a plus besoin, donc il faut réduire. On va un peu développer le rhum, mais au niveau du rhum, ça va prendre un coup. Et les Indiens vont être délaissés pour compte. Alors, une chose que vous devez savoir, les colons, quand les Indiens sont sous les bateaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils leur donnent de l'alcool. Et les Indiens qui arrivent ici en Martinique, ils arrivent, beaucoup d'hommes, très peu de femmes, quelques familles. Beaucoup d'Indiens arrivent avec un pourcentage infime de femmes, ne peuvent pas faire leur vie, ne peuvent pas créer de famille. Parce que l'Indien qui arrive, il est tamoul, ou télégou, ou malayalam, ce sont des langues dravidiennes, il ne parle pas français, il ne parle pas créole. Comment va-t-il faire pour rencontrer une femme qui ne connaît pas, non, qui ne connaît pas la culture? Et beaucoup vont souffrir de ça aussi, de l'isolement. Les femmes étaient très prisées. Le peu de femmes qu'il y avait, ils se battaient pour ces femmes-là. En plus de ça, ces femmes, honnêtement, elles étaient belles. Donc même le béquet voulait ces femmes-là. Donc il y avait des combats aussi. Et la femme indienne qui arrive, qui est belle, aussi va choisir celui qui est le moins pauvre. On peut comprendre ça. Pas toutes, mais c'est comme ça. Donc ces Indiens, à partir de 1900, vont rester là, en Martinique, sans engagement, sans travail. D'ailleurs, le quartier Obéro de Fort-de-France, puisqu'en 1867, au lieu d'arriver à Saint-Pierre, ils vont arriver à Fort-de-France. Et le maire de Fort-de-France va leur donner du travail. Ils vont s'occuper d'entretien de la ville. Mais il y a quelque chose chez eux, chez ces Indiens, leur hindouisme, leur philosophie de la vie. Ils vont se dire, je ne retourne pas en Inde. Tant pis, la Kalapani, je n'aurai pas de Kalapani. La Kalapani, c'est la malédiction des eaux noires, le fait de quitter la terre-mère, l'Inde. Ils vont rester ici. Et ils vont s'enraciner dans cette terre. Comme disait si bien Francis, ils vont travailler. Ils vont se former. Et dès qu'ils ont un peu d'argent, ils vont mettre de côté. On va dire qu'ils sont radins, peu importe. Ils vont le mettre de côté. Ensuite, ils vont l'investir. Et c'est comme ça qu'on va voir arriver au XXe siècle, au milieu du XXe siècle, les Indiens vont quitter les habitations. Beaucoup vont quitter les habitations. Pour se mettre à leur compte, l'artisanat est tenu par beaucoup d'Indiens, notamment le transport, ce sont des Indiens, la boucherie, le petit commerce. Il y en a aussi qui sont agriculteurs. Ils vont s'installer dans ces métiers-là, à leur compte. Ils vont gagner leur vie, parce que depuis petit, les parents leur apprennent, quand je vous donne de l'argent de poche, ne le dépensez pas, investissez-le, achetez un mouton, 2 moutons, après vous le vendez, après vous pouvez acheter une voiture, etc. On les a élevés comme ça. Donc, pour eux, le salut, c'est le travail. C'est le travail. Alors, je vois que je suis trop bavard, donc je vais essayer d'aller plus vite. J'espère que je ne vous ennuie pas quand même. Voilà, alors simplement vous dire qu'ils vont s'intégrer, mais malgré le rejet qu'il y a eu au début, ils vont laisser des traces dans cette culture martiniquaise. Parce que les mots tamouls, c'est vrai que pour s'intégrer, ils vont abandonner la langue. Les mamans les empêchaient de parler tamoul. Il fallait parler créole ou français. Et pour aller à l'école, il fallait parler français, sinon vous ne pouvez pas aller à l'école. Et les études vont être leur planche de salut pour les enfants, le travail pour les plus âgés. Et il y a des mots tamouls qui vont rester dans la langue créole. Je vais vous dire quelque chose qui va vous faire rire, tiens. Est-ce que vous savez le terme bonda? C'est pas vulgaire, hein? Parce qu'en Inde, c'est pas vulgaire.
c'est un petit beignet à base de farine de riz qui se trouve en Inde. Donc c'est un terme tamoul. Ça ne veut pas dire bon, la chose que l'on sait, mais c'est un terme tamoul. Voilà, vous voyez le mot tambi, entre eux, ils se parlent entre eux comme ça, tambi, le malais. Ce sont les genres de trucs pour prier, les colliers pour prier, etc. Tous les termes qu'ils vont utiliser dans la cuisine, le mondia, c'est le curcuma, les repas qu'ils vont faire, le penjo de morue, les rougailles, etc. Donc plein de mots tamouls vont rester dans le créole, notamment le nord de la Martinique où il y avait le plus d'Indiens. Un petit peu moins dans le sud, mais notamment dans le nord. Et puis, ils vont continuer à pratiquer leur culte. Le culte indien, notamment sous les habitations, on leur permet de construire une chapelle pour prier leur Dieu. Et puis le béquet, il était bien content, parce que quand il y avait la sécheresse et qu'ils avaient besoin que la pluie tombe, on leur demandait de faire une cérémonie, de prier les dieux pour que la pluie puisse tomber, et la pluie tombait. Donc on leur accordait celui-là, et comme disait si bien Francis, il y a même des noms indiens qui pratiquent le culte indien. Ils ont gardé leurs instruments de musique, les tapous, le matalon, les talons, tout ça c'est indien. Et puis au fil du temps, ils ont aussi gardé leur cuisine. L'art culinaire indien existe, comme le kilé, Ah ben on m'a dit que j'avais le micro trop près de la bouche. Ah ben excusez-moi alors, on m'entend plus. Donc voilà, donc au niveau de la cuisine, il y a beaucoup de choses qui vont rester. Dans le cadre des actions que nous faisons avec Gopio, nous mettons en avant cette cuisine-là parce que c'est pas tous les plats qui sont connus. C'est vrai que le kolbou, qui est de Kojambou, qui est un mot tamoul, est très connu, c'est devenu un petit peu un plat national chez nous, mais il y a beaucoup d'autres plats comme les avelka, le moringa, qu'on appelle mandikile chez nous, en Guadeloupe ils appellent moronguet, et moronguile, il y a plusieurs termes, mais nous on appelle mandikile. Et à tous ces mots qui sont des mots tamouls sont restés comme le parouka que nous utilisons dans notre cuisine, qui sont des plats amers, parce que ces principes culinaires, ce sont des principes de l'Ayurveda. L'amertume était nécessaire pour drainer le corps. Donc après les repas copieux, il fallait manger les plats amers qu'enfants nous n'aimions pas, mais qui étaient nécessaires. Et on nous faisait manger. Donc il y a toutes ces choses qui sont restées. Et puis au fil du temps, il y a eu le retour vers l'Inde. Quand les Indiens ont pu, ils sont retournés vers le pays des ancêtres. Et là, ils se sont reconnectés à cette culture-là. Il y a eu le retour aux sources. Et puis ils se sont mis à pratiquer le yoga. C'était très content de savoir que ça venait de chez eux, le yoga, la méditation et plein d'autres choses. L'Ayurveda, la médecine ayurvédique qui est pratiquée en Martinique. Vivre aussi dans les ashrams. Il y a beaucoup de Martiniquais qui vont en Inde et qui se retrouvent dans cette culture-là. Et je crois que l'Inde appartient à tout le monde, puisque Gandhi, qui est le père de la nation indienne, c'est un homme qui a inspiré beaucoup d'hommes, beaucoup de combats, notamment dans le cadre de la non-violence. Parce que ce qui est important pour Gandhi, c'était l'amour entre les hommes. Et c'est ça qui nous fait avancer. Et dans c'est pour cette raison, on a eu des souffrances, nous nous sommes enracinés, mais nous aimons ce pays qui est la Martinique. Et nous faisons partie de cette Martinique. Je vous remercie.